En ce début de saison, c'est la 6e saison de Ginette Gratton reçoit, nous vous invitons à faire une revue de l'actualité. Je reçois Maître Gilles Levasseur. Il est professeur à l'Université d'Ottawa. Et Ethel Côté, elle est experte conseil en économie sociale. Et nous passons en revue ce qui se passe ici dans la région, au niveau de la province, du pays et ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui a un impact sur notre vie ici? Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour cette 6e saison de Ginette Gratton reçoit. Et nous commençons avec une revue de l'actualité, comme je disais tantôt. Merci, Gilles, d'être là encore une fois. Ça fait Merci, plaisir. Ethel, des Plaisir. habitués de l'émission. On va passer en revue ce qui se passe, mais avant, j'aimerais, Gilles, prendre l'occasion pour te féliciter. Tu viens de recevoir le prix du gouverneur général pour rendre hommage à ton bénévolat. Et on sait que tu en fais énormément, et puis pas du petit bénévolat, du gros bénévolat dans des conseils d'administration qui changent la vie des gens. Félicitations. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que la réception a eu lieu ou est-ce que c'est Oui. une remise? Oui. C'était hier à Rideau Hall. Et puis le but, c'était de remercier les gens pour leur contribution à l'entraide, au bénévolat, mais qui aident la société. C'est ça. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de prix pour des gens qui font du travail professionnel. Mais il y a des gens de terrain qui font des choses fantastiques qu'on ne voit jamais ou qu'on ne reconnaît jamais. Puis c'est ça l'objectif, c'est de reconnaître le terrain. Puis c'est ça qui est la beauté de ce genre de décoration. Oui, parce que le bénévolat au Canada, toi, Ethel, tu travailles à travers le monde aussi, tu vois comment le bénévolat au Canada, ça fait partie, c'est une composante importante de l'économie, de la vie des gens. Bien, si on n'avait pas le bénévolat au Canada, il y a tellement de services dans la communauté qui ne s'offriraient pas. On ne serait même pas capable de se payer, ces services-là. On sauve des milliards et des milliards de dollars à l'État parce que la communauté se prend en main. Puis travaille autant pour la culture, les arts, la santé. Il y a plein d'initiatives un peu partout. Donc, non, sans ça, on n'est pas les communautés. On ne vit pas dans les communautés qu'on vit présentement. Oui, puis Gilles, ton bénévolat, il porte dans tous les secteurs d'activité à peu près, hein? Oui, bien c'est souvent, on est souvent visible dans les conseils d'administration, mais il y a du bénévolat pour les démunis, pour les aînés, pour les gens qui n'ont souvent pas la chance d'avoir de l'appui. Puis ça, c'est souvent du bénévolat qui n'est pas souvent valorisé parce que souvent, on ne se tient pas avec les grosses têtes puis les grands joueurs de la société. Sauf que ces gens-là, c'est eux autres qui font fonctionner la machine. C'est eux autres qui font vivre de la communauté, que ce soit l'entraîneur du club de hockey ou de baseball local, les gens qui s'occupent de, par exemple, il y avait une femme qui était assise à côté de moi qui, elle, pendant 25 ans, elle berçait des bébés tous les lundis, pendant 25 ans à l'hôpital, pour les mères qui n'avaient pas la capacité de bercer leur enfant. Oh. Puis elle faisait ça 8 heures par jour. Elle berçait des enfants qui venaient de naître pour être capable de donner la proximité. Ça me touche beaucoup quand j'entends Oui. ça. C'est quelque chose que nous, on ne s'imagine pas. Puis elle a fait ça tous les lundis pendant 25 ans. Wow. Un geste simple, mais Ben, qui qui est démontre... Exactement. Exactement. Qui est essentiel. Oui. Mais ça Oui. revient aux valeurs humaines, aux Oui. valeurs d'entraide qu'on pourrait se dire même qu'on parfois on oublie trop Oui. rapidement. Faut qu'on mette de côté. Oui, Ouais. mais quand on regarde ce qu'on apprend sur le terrain, c'est vrai que c'est pas toujours reconnu. Même, je me souviens, quand Obama s'est présenté à la présidence, les premières années, on riait de lui parce que les gens disaient « C'est quoi ça, un animateur communautaire? Qu'est-ce que tu as appris comme animateur communautaire? » Bien, quand on est un animateur communautaire, on apprend comment les gens pensent. On sait comment, ils se sentent. Mais plus que ça, c'est qu'on a appris à écouter, Ah oui. on a appris à mobiliser, on a appris à faire des consensus. On sait très bien qu'on peut voter 51 du monde qui vote pour, mais il y en a quand même 49 qui n'embarquent pas. Lui, il a bâti. Puis en plus de ça, il a travaillé dans les quartiers de Chicago, les plus défavorisés. Puis maintenant, ça a été revitalisé, pas juste par lui, il a travaillé en équipe. C'est un gars d'équipe. Donc tout ça, là... Tu sais, même notre premier ministre, Ben oui. présentement, Justin Trudeau, c'est un grand animateur de communauté, c'est un enseignant, c'est dans l'âme. Oui.
Et toi, Ethel, tu nous arrives tout droit de Montréal. Tu étais au Forum mondial d'économie sociale. C'est ça. Ils appellent ça le G7, Global Social Economy Forum, Forum mondial d'économie sociale. Plus de 1300 personnes, des gens de 62 pays. Puis l'Ontario français, on était représenté par le Conseil de la coopération de l'Ontario, Mécénès, et Groupe Convexe. Puis on était un peu partout. Le CCO donnait un atelier aujourd'hui. Moi, j'ai participé à 2 ateliers hier sur l'égalité hommes-femmes en économie sociale et solidaire. Puis toute la mise en réseau, hein, l'importance de travailler avec les autres, de travailler en collaboration, travailler en innovation. Donc, c'était intéressant parce que là, tu revois du monde. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Donc, j'en voyais des amis là, du Brésil, de la Bolivie, mais aussi de l'Afrique, de l'Europe, puis du Canada, puis les 3 langues, hein, on navigue là-dedans. On a parlé du bénévolat qui est un secteur essentiel de notre économie, de notre société, de notre fonctionnement de notre société. L'économie sociale aussi l'est de plus en plus. L'Ontario se vante partout d'être un chef de file en économie sociale. On n'est pas encore là, mais c'est intéressant de voir que la première ministre veut en faire un champion. Oui, puis elle est en train de mettre en place des stratégies. Ça fait partie des bons coups, mais les défis, c'est qu'on est souvent dans une vision trop courte, trop restreinte. Donc, on veut des résultats à court terme. Il faudrait travailler sur une politique. Il faudrait travailler sur une loi, un peu comme ils ont fait au Québec ou en France, parce que là, à ce moment-là, on ne le souhaite pas, mais si jamais il y a des changements majeurs, bien, il y a des choses qui restent, qui soutiennent cette économie-là. On est, mon Dieu, on est 13 millions de personnes au Canada qui sont actifs dans cette économie-là. Et il y a à peu près 80 de tout ce qui est organisme communautaire francophone qui font partie de l'économie sociale, dont la majorité ne le savent pas, là, mais on est tous dans cette logique-là de faire autrement. De faire autrement. Puis d'avoir de l'impact dans notre communauté. Puis quand on dit faire autrement, Ethel, avant de passer à l'actualité, bien, ça fait partie de l'actualité. Puis quand on dit faire autrement, qu'est-ce qu'on fait autrement? Bien, exemple, des immigrants qui arrivent au pays. Hein? Puis que là, on leur dit, il vous faut une expérience canadienne. Puis que là, ils s'inscrivent bénévolement dans des organisations, puis ils attendent, puis ils vont prendre des cours d'appoint, tout ça. À un moment donné, ils disent non. Au pays, j'avais une job. Au pays, j'avais un commerce. Au pays, je savais entreprendre. Pourquoi pas apprendre à entreprendre ici? Bien, on a vu des coopératives prendre forme. Il y a une dame qui est partie avec un groupe de personnes, une coopérative de solidarité fast-food, là, un petit kiosque. Elle était même au 1er juillet. Il y a des enseignants immigrants qui se sont regroupés, qui ont pu aller chercher des contrats. Donc, les gens n'attendent plus, ils se prennent en main et par une structure souvent d'entreprise collective, coopérative ou organisme, ils se créent leur emploi. Puis ça, je pourrais vous donner plein d'exemples. Juste présentement, à Ottawa, je travaille avec une 50aine de projets. Puis ça, en plus des projets du CCO. Donc, ça bouge de partout dans tous les secteurs. Le cœur des gens est dans leur travail. Ça devient une extension de soi, son travail. C'est comme une expression de soi dans le monde. Mais ça fait lien avec ce que Gilles mentionnait tout à l'heure. C'est dans une logique de solidarité. Les gens créent des solutions, mais en s'entraidant. Mais ils ont besoin aussi d'un élément important que l'économie sociale amène, c'est la notion de confiance et de partenariat. C'est quand on est tout seul, puis on est isolé, on n'a pas la capacité souvent de savoir comment démarrer ou aller chercher l'appui ou juste être capable de comprendre que les autres l'ont réussi. Toi, tu peux apprendre des autres. Puis c'est ça que la courbe d'expérience de l'économie sociale amène, qui amène à intégrer ces gens-là dans la société. Puis c'est souvent ce qu'on oublie, c'est cette intégration par l'expérience et par l'ajout des valeurs des autres. Oui. Et ça m'amène à la première nouvelle que je veux vous soumettre. Et c'était un des champions de l'économie sociale, de la coopération, Maurice Bélanger, qui nous a quittés le 15 août dernier. On s'y attendait, mais on s'y attendait pas. Je veux dire, l'année passée, à ce temps-ci, on n'aurait jamais pu savoir que Maurice ne serait plus avec nous aujourd'hui. Maurice, c'est un grand coopérateur. Il a soutenu la cause du mouvement coopératif au niveau fédéral. Mais quotidiennement, ici à Ottawa, il appuie tellement de projets. Je vais juste nommer la Nouvelle-Scène. Quand personne de la communauté francophone, à part les artistes, y croyait il y a 20 ans, Maurice a été le premier à dire « je vais vous soutenir », puis parce que j'y crois, cette antenne-là. Puis je me souviens d'un appel de Maurice Bélanger qui m'avait téléphoné, j'étais consultante à l'époque, puis il m'avait dit « Ginette, penses-tu qu'il accepterait l'atelier du Centre des arts ?» Moi, j'avais dit, je sais pas. Pour moi, l'atelier, c'était une vieille cabane qui tombe en ruine, mais je voyais pas le potentiel. Mais lui, il le voyait. Et puis, à ce moment-là, Théâtre Action, il l'avait vu aussi, le potentiel et tous ceux qui travaillaient pour la Nouvelle-Scène. Voilà la pause. Au retour, on revient, puis on parle, on continue. On parle de vivre ensemble, on parle de politique aussi. Restez avec nous.
On parle d'actualité. Je suis en compagnie de Maître Gilles Levasseur et d'Étel Côté qui sont très actifs dans la communauté et j'aime beaucoup votre perspective quand vous parlez des choses. Vous parlez des vraies affaires. On parlait de Maurice Bélanger. Les funérailles ont eu lieu le 26 août, 25 août. Tu y étais, toi, tu étais à l'extérieur du pays. Moi, j'y étais, toi, tu y étais. Oui. Puis, vous savez, ce qui était beau, c'est que c'était aussi des gens du comté qui étaient présents. Ah, Il y avait, beaucoup. il y avait tout l'aspect politique. Bon, il y avait tous ces gens-là qui devaient être présents parce que ça fait partie d'une obligation. Écoutez, le gars a contribué, il faut avoir quand même un certain hommage en fonction de ses efforts. Puis ceux qui n'étaient pas là, ben, il fallait qu'il y ait une raison parce que quand même, le type a contribué énormément, a fait un effort, a même continué pendant sa maladie. Tu sais, il y a quelque chose qui valorise toute cette notion-là de l'engagement. Mais il y a une chose qu'on n'a pas souvent notée sur Maurice. On parle de ses contributions au niveau des dossiers. Il y a une chose que moi, j'ai toujours voulu qu'on soit capable de dire. Il a fait honneur à la position d'être un député. Ah, Il n'y a rien qu'on peut lui critiquer au niveau de son compte de dépenses, de son fonctionnement comme député à l'institution parlementaire. Il a été honorable dans son fonctionnement de la fonction d'office public. Moi, j'aimerais rajouter, parce que oui, je ne pouvais pas être là, j'étais à l'extérieur de la région, mais c'est peut-être pas de mon âge, mais je suis très médias sociaux. Et ce que je trouve intéressant via les médias sociaux, des gens de tous les âges, de tous les secteurs ont témoigné de plein de choses. Si on faisait un collage de tout ce qui a été publié sur la toile, moi, je pense qu'on en aurait l'équivalent d'un livre ou de deux. Tellement qu'on a rendu hommage avec... Parce que les gens de partout avec qui il avait travaillé ont nommé ces expériences. Maurice aimait les gens aimaient Maurice. Puis il nous brassait. Puis il n'y avait pas de petits... Oui, mais il n'y avait pas de petits projets pour lui. Non. N'importe quoi, quand quelqu'un appelait, tout était important pour lui. Tout ce que les commettants, les électeurs, les résidents de sa circonscription, tout était important pour lui. Moi, j'ai toujours j'ai trouvé que Maurice était le politicien de l'équité, de l'équivalence, de la justice sociale et de la compassion. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu Maurice. Et j'invite les gens, si vous n'avez pas vu la dernière émission que nous avons faite avec lui, elle est sur YouTube. C'est une émission qu'on avait tournée en mai 2015, juste avant l'été, au cours duquel Maurice a commencé à être malade. Elle est sur le... Puis on a fait une rétrospective de ses 20 ans en politique. Je pense qu'il faut parler le modèle de courage aussi, de faire tout ce qu'il a fait jusqu'à la fin. Là. À la fin. Puis, tu sais, puis encore là, c'est un souci d'équité, mais d'égalité homme-femme. Ce qu'il a proposé en chambre. Oui, d'égalité homme-femme, puis de montrer au francophone, monde anglophone. que quand on est convaincu, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Puis, c'était-tu une image assez forte? Toute cette trajectoire-là qui nous a menés à quelque chose aussi de concret. Là. Si on passait à autre chose, tout en respectant Maurice, puis en le remerciant et avec tout ce qu'on lui doit, si on parlait de la politique, qu'est-ce qui se passe sur le plan politique? Qu'est-ce qui attire votre attention, que ce soit ici ou ailleurs? Est-ce qu'on commence par la ville? Bien, disons qu'au niveau de la ville, on sent qu'il y a un certain malaise sur la gestion de certains dossiers au sein de la ville. Oui, et comment? On voit, par exemple, au niveau du corps policier, une contestation. Et ce qui est triste, c'est qu'une contestation qui est devenue une notion publique. Autrefois, c'était toujours à l'intérieur. Et là, on voit que dès qu'il y a, par exemple, une faute au niveau du corps policier, au niveau, par exemple, de l'organisme qui supervise les policiers, ça rentre tout de suite dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a des façons de pouvoir divulguer cette information-là qui ne seraient pas été divulguées dans le passé. Puis ça, c'est une problématique qui devient dangereuse parce que si ça se fait, c'est parce qu'il y a une volonté de vouloir faire une différence ou porter atteinte ou changer quelque chose de profond au sein du système. Puis moi, j'en amènerais un autre, c'est... J'aurais tellement pensé que ça aurait été facile à Ottawa comme capitale nationale de dire que ça va devenir une ville bilingue, parce que tout est prouvé avec toutes les études que les communautés, incluant Winnipeg et plusieurs autres, quand ils s'affichent bilingues, à quel point que c'est une valeur ajoutée, puis de travailler avec les francophones. Ça aussi, c'est un dossier chaud, porté par les francophones, porté par les francophiles, puis là même porté par bien des entreprises anglophones qui y croient, mais il y a une résistance. Il y a un sondage de... Puis je regrette que je n'ai pas la source, récemment, qui disait que 80 75 des Canadiens
pense que ce serait tout à fait normal qu'Ottawa soit officiellement bilingue. Oui, puis... Qu'est-ce qui se passe avec le dossier? Gilles, es-tu au courant? Oui, ce qui arrive, c'est que le commissaire aux langues officielles a fait une série d'entrevues et de sondages à travers le Canada sur la dualité linguistique et le bilinguisme. Oui. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avant que ces résultats soient rendus publics, le commissaire est allé voir le maire d'Ottawa pour lui demander c'est quoi son interprétation, sa façon de réagir par rapport à cela. Et le maire a encore insisté pour dire, écoutez, c'est un bilinguisme pragmatique, ce n'est pas un bilinguisme fonctionnel, législatif que je veux avoir. Donc, ce que ça veut dire, je ne veux pas être obligé d'imposer une législation pour faire reconnaître le statut. Mais ce qui est triste, c'est que est-ce qu'on est juste une municipalité ou est-ce que Ottawa, c'est la capitale? Puis est-ce qu'on agit comme un temps une capitale avec le leadership d'une société? Ce qui est triste, c'est que M. Watson, à force de maintenir cette position-là, va finir par être reconnu par les francophones comme étant pratiquement un manche canadien. Puis je dis ça pas parce que je veux être méchant, mais c'est parce qu'il n'a pas voulu faire avancer le dossier, qui est un dossier très simple, qui n'a pratiquement aucune conséquence sur les groupes en place. Mais on va oublier ces autres réalisations avec le LRT, avec la gestion des finances publiques, l'aménagement, par exemple, toute la question des pistes cyclables. Ça va être oublié pour les francophones, puis on va juste se rappeler qu'il nous a empêchés de vouloir vivre l'égalité avec le groupe anglophone. Puis ça, c'est triste parce que c'est pas l'image que lui veut avoir, puis c'est pas l'image qu'il devrait avoir, mais à force de persister puis de s'objecter, il va faire cela. Donc, le 25 septembre, il va faire la levée du drapeau ici à Ottawa pour le drapeau franco-ontarien. C'est beau, je suis très content. Maintenant, va plus loin. Si tu es prêt à appuyer une communauté, appuie-la dans cette simple démarche. Puis est-ce que c'est pas plus que d'appuyer une communauté? Est-ce que c'est pas rendre hommage au Canada, à ce qu'est le Canada? Comme tu dis, c'est la capitale. Ouais. Sauf que c'est un maire qui, tu l'as dit très bien, il faut qu'il jongle entre je gère une municipalité, donc il y a une logique locale et régionale, et je gère une capitale nationale. C'est ça. Ou est-ce que là, tu as un impact sur le Canada? Par rapport à gérer une capitale nationale, il me semble que tu n'as pas le choix. Là. On est dans un pays bilingue, 2 langues officielles, tout ça. Il devrait embrasser ça. Même au niveau local, c'est pour ça que je disais le point important, c'est que c'est prouvé que toutes les communautés qui disent qu'ils vont embrasser le bilinguisme, ça aide au développement économique, ça aide à attirer des investisseurs, ça aide à une harmonie communautaire entre anglophones et francophones, et francophones qui travaillent ensemble. Le tissu social en est rehaussé, et puis la puis on ne travaille pas en qualité de vie silo et rehaussée. tout ça. Donc, c'est de travailler en disant j'ai du monde bilingue qui offre des services en français, c'est pas assez. Il faut dépasser des gestes, des actions. Lever le drapeau, déjà, c'est beau, mais il faut aller plus loin. Il faut que ça soit substantiel. Il faut une politique publique, peut-être, sur le sujet, même à la municipalité, ce qu'il n'y a pas. Non, puis j'espère que pour le maire Watson, parce que c'est lui qui est vraiment la clé du processus, OK? J'espère que pour lui, il prenne la possibilité qui lui reste dans son présent mandat de faire ce geste-là. Parce que s'il quitte la politique pour différentes raisons, ce qui est triste, c'est qu'il va toujours rester avec cette image-là. Et c'est peut-être pas ce qu'il devrait être comme image parce qu'il était un bon politicien. Ah oui, puis écoute, respecté. Il est très sympathique. Oui, mais c'est triste. Puis c'est que la logique, elle n'est pas comprenable par peur de faire écho à des gens qui veulent peut-être ne pas avoir ce bilinguisme. Mais est-ce que c'est vraiment ça? On s'en va à la pause, on poursuit au retour. Restez avec nous. Est-ce que c'est vraiment la peur de... Parlons de notre vie quotidienne et parlons d'une nouvelle qui est sortie hier, pas plus tard qu'hier ou il y a quelques jours, au sujet de l'endettement des Canadiens et au sujet des familles qui vivent de paye en paye, 55-60 je ne sais pas quel est c'est un taux énorme, plus que la moitié des familles canadiennes vivent de paye en paye. Ça veut dire qu'il y a peut-être même quelques jours entre les deux payes où il n'y a plus d'argent, là. Oui. Puis il y a plus que ça, c'est qu'on sait que ce sont des familles qui s'appauvrissent. Le nombre de familles qui s'appauvrissent à Ottawa continue à croître, puis au Canada aussi. Puis pourquoi on s'appauvrit? On s'appauvrit parce qu'il y a des emplois, mais les revenus par rapport aux emplois ne vont pas en fonction de ce que ça nous coûte pour vivre. Alimentation saine, un loyer. Je pense que c'était quoi? 80 du monde paye à peu près entre 70 et 75 en loyer de ce qu'ils gagnent comme revenu. Donc,
pourquoi tu penses qu'il y a de plus en plus de monde aux banques alimentaires, au Centre Espoir Sophie, à la Mission? Pourquoi il y a des gens qui ont besoin des solutions d'urgence comme ça pour boucler les fins de mois? 60 à 70 Ah oui, j'ai vu des... Puis moi non plus, je ne peux pas nommer la source, mais j'ai lu 2-3 études là, là-dessus. C'est énorme. Oh, oui. Puis si tu parles aux gens, à part si tu appartiens à une maison, pas encore là, on avait fait une étude il y a plusieurs années, il y avait 70 des francophones d'Ottawa qui n'appartenaient pas à leur maison, donc qui vivent à loyer. Et les loyers sont beaucoup plus chers. Normalement, on dit que tu devrais mettre 25 de ton revenu sur ton loyer. Qui paye ça? Oui. Qui paye ça? Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on parle de revenus maintenant disponibles. Ce qui est aussi le problème, c'est l'augmentation des charges que l'on a à cause du changement technologique. Il y a 30 ans passés, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas toutes ces obligations de câbles, on n'avait pas toutes ces obligations d'avoir un téléphone intelligent. C'est onéreux, les contrats que ça demande. Et avec ça, tous les changements technologiques qu'on doit suivre pour être capable de faire fonctionner un ordinateur, un portable, ça oblige à des dépenses. Puis quand vous avez des enfants qui vont à l'école, il faut... Les autres en ont besoin, eux autres aussi. Donc, ça amène beaucoup de dépenses qui sont peut-être pas aussi surprenantes, mais qui sont de 2, 3, 4 000 $ par famille. Puis quand vous mettez ça dans une famille qui a un revenu limité à 40, 45 000 par année, c'est pas évident là, de trouver la marge de manœuvre. Puis les gens veulent aussi vivre des vacances. Donc, tu as aussi le fait qu'il y a une dépense à vivre les vacances. Donc, ça fait en sorte que aussi on se compare aux autres. Puis, quand tu as des enfants, bien, tu veux aussi que tes enfants aient un minimum d'activité ce que les autres ont. Donc, ce qui fait en sorte que ça l'amène souvent à faire des choix de t'endetter. Puis, une fois que tu as pris la marge de t'endetter, c'est pratiquement impossible. Non, puis c'est prouvé au niveau de l'endettement. Puis aussi, combien de personnes vont changer même maintenant leur chèque de paye à toutes les places, là, le paycheck, les affaires comme ça, parce qu'ils doivent tellement d'argent que s'ils le déposent dans leur compte de banque, il est déjà saisi pour payer plein de factures. Donc, ils n'ont même pas assez pour fonctionner. Sur le chemin Montréal seulement, on avait, au printemps dernier, moi, c'est dans ma ville, c'est dans mon secteur, c'est 11 sur 2 kilomètres. Il y a 11... même pas 2 kilomètres. Puis ils ne crèvent pas de faim, ces places-là, ces entreprises-là. Laisse-moi dire, beaucoup de monde à la porte, gens qui oui. font, comme je le dis, ont de la misère. Donc, le chèque qu'ils gagnent de revenus, ils doivent aller l'encaisser là parce que s'ils le dépassent, puis là, l'autre, il prend sa pourcentage en 10, 12, 15, 20 Oh mon Dieu! Et comme il faut. oui, bien là, ça va être réglementé. Oui, c'est réglementé. Parce qu'il y en a qui allaient jusqu'à 200 il paraît, c'était grave. Mais non. Des frais administratifs. Mais c'est ça qui arrive. Puis là, il faut ajouter à ce que Étienne nous mentionne, la question des pensions. Parce qu'on ne réalise pas, mais l'espérance de vie augmente. Mais les gens à 63, 64 ans, ils sont prêts à vouloir faire autre chose de leur vie. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils ont le goût de vivre autre chose. Sauf que le problème, c'est qu'on a les moyens et la qualité de ces moyens-là de vivre ce qu'on veut vivre à cet âge-là. On a encore la force physique et mentale de bien faire les choses. Est-ce qu'on a les outils pour y arriver? Puis c'est ça qui est le défi de se bâtir un régime de pension, surtout quand on n'a pas développé la culture de régime de pension. Puis deux, il ne faut pas se le cacher, des fois, les gens vivent des malheurs matrimoniaux, des difficultés personnelles, des obligations qui font en sorte qu'on épuise nos réserves pour d'autres objectifs. Ou les femmes qui ont fait le choix de rester à la maison pour élever leur enfant, qui pendant ces années-là, ils n'ont pas pu mettre de l'argent dans des fonds de pension. Ils font partie des plus pauvres aussi de notre communauté. Donc, non, c'est... Puis donc, on a solution à ça. Est-ce que les gouvernements se penchent? On sait que le gouvernement de l'Ontario proposait un régime de pension pour tous les Ontariens. Est-ce que ça va de l'avant? Oui, ça va de l'avant. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont harmoniser le régime provincial avec le régime fédéral. Puis c'est une grosse question parce que ce sont des milliards ici. C'est pas juste des millions. Il faut réaliser que ce sont des milliards parce que l'espérance de vie des gens augmente et on ne réalise pas que 3 ans, 4 ans de plus, dans 10 ans d'ici, c'est facilement 12 à 14 milliards en termes de dépenses qu'on doit mettre. Puis si on commence à faire un régime qui est déjà déficitaire au niveau actuarial, on ne pourra jamais se le payer quand ça va être le temps de vouloir verser les primes. Oui. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce programme-là, c'est que le gouvernement a bien fait les choses parce que ça va être beaucoup les petites entreprises qui doivent être capables aussi de payer cette partie-là que l'employeur va payer. Puis on fait des consultations avec toutes les chambres de commerce. Ils en ont fait une à Orléans, à Vanier, tout ça. Puis ils nous demandaient, nous, comme entrepreneurs, est-ce qu'on est capable de jouer notre rôle là-dedans? Parce que l'entrepreneur doit aussi verser, puis l'employé aussi. Et c'est intéressant à voir, parce que le gouvernement aurait pu faire ça... l'imposer. Mais ils l'ont vraiment fait en essayant de parler avec toutes les sphères, pas juste les grandes entreprises. Est-ce que vous pensez, parce que c'est une femme qui est première ministre, qu'on voit des consultations... D'avoir une approche plus intégrée? Moi, je suis convaincue que oui. Moi, je suis convaincue, Mais le prochain débat, ça va être le salaire minimum. Est-ce qu'on l'amène à 15 $?
Et le danger derrière cela, c'est que si on l'amène à 15 On va avoir un débat. oui. C'était un de mes sujets. Vas-y. Non, mais c'est parce que le problème, c'est que plusieurs secteurs de l'économie qui sont capables de gérer cette crise-là n'auront pas de problème. Il y en a d'autres, comme McDo, créent une situation technologique où est-ce qu'elle commence lentement à couper dans sa masse salariale. On regarde, par exemple, lorsqu'on va chez un McDo, on commande nous-mêmes. Vous regardez le nombre de caissières qui existent à McDo, ils ont disparu. D'ici 5 ans, McDo va vous sortir une robotisation pour faire ses hamburgers. On va couper une masse salariale d'entre 50 et 60 Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas éduqués, ceux qui n'ont pas la formation, ne pourront pas profiter de tous ces changements-là pour être capables de faire face à cette nouvelle demande-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui n'ont pas une formation, une éducation de base ou ne sont pas capables de faire les tâches? On va avoir une capacité de choisir. Puis qu'est-ce qu'ils font pour ceux qui sont choisis? Ils ont le poste. Ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce qu'on leur offre? Ouais. C'est là où Mais est-ce c'est qu'il pas faut... le salaire minimum qui va avoir un impact sur tous ces coupeurs-là. La technologie impose ça depuis plusieurs années. L'idée d'avoir un salaire minimum plus élevé, puis un revenu minimum Oui. garanti de 15 à Ouais, tout le c'est un monde, revenu minimum c'est qu'il que faudrait, c'est un oui. revenu minimum. C'est Oui, pas oui, le salaire oui, oui. minimum, Non. c'est un revenu minimum garanti à tout Oui. le monde. C'est que demain matin, il y a plus de monde dans notre communauté qui ont plus de capacité de mieux vivre, de jouer un rôle dans la société et d'acheter aussi Oui. localement. Tu vas en maintenir bien plus des emplois quand le monde va avoir plus d'argent à Oui, investir. oui. Tu vas aussi aider les gens qui n'ont pas les revenus substantiels pour payer leur loyer puis payer leur alimentation. Ils vont l'avoir. 2 ou 3 personnes avec un minimum comme ça, au moins, tu as la chance d'avoir une certaine qualité de vie. Présentement, il y a trop de monde qui sont en survivance. Pour moi, c'est les groupes de femmes, on revendique ça. J'avais 16 ans la première fois que j'ai entendu cette revendication-là. Puis finalement, c'est porté par des jeunes, des femmes, des professionnels, partout. C'est un revenu minimum garanti qu'il faut. Puis la journée qu'on est là, on n'est pas en train d'appauvrir l'État Mais- ou les entreprises. Au contraire, Est-ce- ça va enrichir tout le monde. Dans L'argent va les circuler. décideurs, dans les partis politiques, parce que ça arrive, il faut que ça arrive là, est-ce qu'il y a un parti présentement où ça résonne? Est-ce que le Parti vert, le Parti Bien, plus NPD? de gauche, NPD. Mais NPD. non, ce que je voulais Bah- dire, c'est quand d'un côté, tu as des banques qui font 10 milliards de profits au Canada, Ben oui, c'est puis que sûr. ça, cet argent-là reste sur des tablettes ou des Oui. coffres-forts. Moi, je préfère qu'il y ait plus de monde qui ait de l'argent dans leur poche, puis qui fasse circuler l'argent, puis qu'on crée des jobs ici. Hey! J'ai voulu m'acheter des choses la semaine passée et je voulais l'acheter au moins Made d'Ottawa ou Made Canada. Hey, cherche longtemps. Mais si on avait des sous, si on investissait dans notre entrepreneuriat, si on créerait des jobs de qualité ici. Et il faut le faire maintenant. Oui, c'est plate, c'est peut-être juste le MPD qui le porte beaucoup plus, mais les libéraux aussi, il y a beaucoup de monde dans le Parti libéral qui ont cette vision-là. Est-ce qu'ils vont jusqu'à demander un revenu minimum garanti? Non. Non, mais ça ils dépend. demandent des qualités. Mais de vie ces essentielles. demandes-là, ces nouvelles politiques, ces nouvelles approches, ça commence à la communauté. Ben si oui. les électeurs, si la communauté, ceux qui élisent Ben oui. les politiciens demandent ces choses-là, bien, ils vont y aller, ils vont aller là. Oui, c'est que faut aussi se poser la question, si on est pour faire un revenu garanti à tout le monde, il faut se poser la question, l'argent vient d'où? Et comment est-ce qu'on se qualifie pour cela? C'est la personne qui ne veut pas travailler, est-ce qu'elle a aussi ce revenu garanti? Donc, il y a ces questions-là C'est que tout un je trouve- changement d'économie. Oui, Un mais changement l'autre chose, de c'est qu'il faut se philosophie. poser comme question, c'est les changements qui se développent dans notre société vont aussi amener beaucoup de réorganisation. Exemple de cela, les centres commerciaux, tels qu'on les connaît, c'est fini, c'est le passé. À moins d'avoir un secteur très de luxe, comme par exemple Bayshore à Ottawa, les autres centres commerciaux, Centre Rideau. oui, Centre Rideau, par exemple, le restant, là, ils ont de la difficulté à fonctionner. Qu'est-ce qui fait cela? Le commerce électronique, qui fait en sorte que les gens vont commander chez eux, donc ça coupe des ventes. On voit même ça maintenant sur les concessionnaires automobiles. On vous dit Ford, vous avez les mêmes rabais que vous faites par l'Internet que d'aller dans la boutique. Alors pourquoi le gars devrait se déplacer pour aller chercher sa voiture chez un concessionnaire? Même on peut même faire notre épicerie Oui. sur Internet Oui. maintenant, puis rien que passer chercher nos sacs. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a toute une réorganisation qui est en train de se faire, puis on ne réalise pas, mais ça commence petit à petit. Donc, c'est là où est-ce qu'il faut prévoir le développement de l'employabilité des jeunes pour pas qu'ils soient découragés puis qu'il y ait des ouvertures. Donc, il faut changer notre façon de penser. Il faut aller à la pause, on revient là-dessus. Non, il faut. Il ne faut pas C'est des les emplois de paroles. crève-faim, par exemple. Non. Ben non, restez avec nous. Une des règles que moi,
On parlait de quoi? J'ai dit Les retiens tes emplois. paroles. Des Puis emplois moi, je qui disais payent qu'il faut que bien. ça soit des emplois décents, Oui, qui payent bien, mais oui. avec des conditions de travail intéressantes. Et en plus de ça, dans un contexte où on éduque les gens à planifier et à mettre un peu d'argent, aussi petits soient les montants que tu gagnes, d'être capable de planifier à mettre un peu d'argent de côté. Mais tu sais, Ethel, quand on parlait au début de l'émission d'économie sociale et puis de créer nos propres emplois, quand on va créer nos propres emplois en fonction de ce qu'on voit Qu'il y a un besoin qu'il y dans a la un besoin communauté, autour, puis parce que quand on voit un besoin, moi, si je vois un besoin puis l'autre ne le voit pas, c'est parce que moi, en quelque part, j'ai un talent quelconque pour répondre à ce besoin-là. Autrement, je ne le verrais pas. Mais il n'y aura pas une entreprise qui va exister si elle ne répond pas à un besoin dans la communauté, Mais c'est quelle ça. que soit l'entreprise. Donc, quand on devient utile à notre voisin, utile à l'autre, bien, notre vie a un sens. Donc, il n'y aura pas d'entreprises qui vont se créer qui n'ont pas de sens si on prend la philosophie de l'économie sociale. Exactement. Mais si on veut avoir des grosses compagnies pour fabriquer des cravates et puis vendre le plus de cravates possible, et puis que le gars qui a fait la cravate, il s'en va chez eux le soir, puis il n'a pas le droit d'apporter une cravate avec lui. Puis on y paye le moins Puis cher on possible le paye. parce que le propriétaire veut s'enrichir. C'est ça. Bien, là, on ne fera pas des emplois intéressants pour personne. Exactement. Donc, la philosophie, la vision de l'économie sociale, c'est-à-dire que chacun de nous, on a quelque chose à contribuer à notre communauté. Mais dans une important. communauté comme Ottawa, par exemple, on ne peut pas juste dire tout va se faire par l'économie sociale. Il faut regarder ça, il faut dire que c'est l'économie plurielle. On a besoin autant de l'économie publique qui est engagée à revitaliser la communauté. On a besoin de l'économie privée. On a besoin de plein d'entreprises de toutes les formes qui travaillent dans tous les secteurs d'activité, qui créent aussi des emplois décents, mais qui amènent un service et un produit qui répond à un besoin dans la communauté. Puis on a besoin aussi d'une communauté qui se prend en main via l'économie sociale. Présentement, avec tout le protectionnisme et puis le nationalisme, si on regarde... On a juste besoin de regarder l'autre bord de la clôture aux États-Unis. Bien, aux États-Unis, avec Trump, c'est fou, là. Ouais. Ensuite, il y a Le Pen, tu as le Brexit, ici, tu as, comment elle s'appelle, la candidate conservateur qui... Kelly Leach? Kelly Je la Leach. connais pas. Oui, qui parle d'imposer une espèce de test aux gens qui veulent immigrer ici pour voir s'ils endossent nos valeurs. Bien, c'est comme ça vient, toute cette vision de mes affaires dans ma cour, nous autres, on est bons, puis touchez-y pas. Et puis, si vous touchez à mes affaires, bien, vous venez de... Mais c'est mené par des intérêts, non pas par des valeurs ou par un développement plus Mais c'est intégré pas d'une ça qu'ils communauté. disent, ils parlent de Ouais. valeurs, eux autres. C'est que les valeurs sont atteintes. Ça vient complètement à l'opposé de ce que tu dis. Mais c'est parce qu'il y a une chose qui a changé dans notre société depuis 25 ans, c'est la perte des emplois manufacturiers et la perte d'emploi des gens dans la classe moyenne. Et ces gens-là ont plus les revenus d'autrefois, n'ont plus la capacité de voir une croissance de leurs revenus disponibles, puis ne se voient pas se payer un luxe, mais juste un fonctionnement. Puis ces gens-là deviennent épuisés de toujours gratter dans le fond du baril pour être capable de se payer un peu quelque chose. Et c'est là où est-ce que le défi, c'est de bâtir une économie où est-ce que ces gens-là sont capables de pouvoir profiter de ces emplois-là. Et c'est là où est-ce que Trump arrive, puis lui dit ceci: ramenons ces emplois-là aux États-Unis, rebâtissons l'Amérique manufacturière, redonnons à l'Amérique cet outil-là. C'est pas un problème, sauf qu'il ajoute tellement d'autres concepts à ses idées Ben oui. que là, le discours est perdu, puis on ne sait plus comment est-ce qu'on devrait fonctionner. De toute façon, il est le premier à pécher parce que lui-même, dans ses entreprises, il n'y a rien qui est fait. Et ses cravates, je parlais de cravates tantôt, sont faites au Bangladesh. Le mobilier qu'il vend dans ses compagnies, il est fait en Turquie. Il ne peut pas dire qu'il va prêcher par l'exemple. Ben non, tout est fait Puis il a à embauché l'extérieur. du monde qui n'était pas des citoyens en règle. De toute façon, mais on a notre premier ministre qui était... il était où en Chine? Il arrive de Chine, où il a parlé contre le protectionnisme. Il a dit qu'ici, ça ne s'appliquait pas au Canada. Bravo! Oui, sauf que la question maintenant, c'est de faire avaler aux Canadiens l'entente transpacifique qui s'en vient. Oui. C'est un document qui représente un ensemble de moyens de libre-échange qui touche 40 de l'économie mondiale. Le problème, c'est que tout le monde doit faire des concessions, des compromis pour que tout le monde soit capable de signer. Et le danger, c'est qu'une fois que l'entente va être déposée à la Chambre des communes, c'est tout ou rien. On ne peut pas modifier chapitre 15, chapitre 25.
on le prend ou on le prend pas. Puis ce qui est dommage au Canada, c'est qu'on est toujours dans cette logique-là de libre-échange, dans la logique très capitaliste de la chose. Si on se retourne vers nos consoeurs et confrères en Amérique latine, ils vont aborder le commerce, mais ils vont l'aborder en ajoutant le commerce juste. Et là, à ce moment-là, on parle de l'économie puis des transactions, mais en intégrant des valeurs, en intégrant toutes les formes d'entreprise, incluant l'économie sociale, ce qu'on ne retrouve pas ici. Dans toutes les ententes que tu mentionnes là, on ne voit pas les coops, on ne voit pas les autres entreprises plus des communautés. Mais est-ce qu'il est trop on tard? voit seulement les Est-ce grandes qu'il n'est pas entreprises. trop tard pour faire pression auprès des gouvernements pour qu'on Pour voit changer toutes les ça? formes d'économie? L'accord est déjà conclu. Bien, il n'est pas conclu. Oui, il est Les conclu. États-Unis ne l'ont pas signé. Bien, c'est parce que les Américains n'ont pas, comme le Canada, adopté la loi au Sénat américain. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que cet accord-là, autant qu'il paraît économique, est un accord qui protège le Pacifique. Oui. Tous les pays limitrophes s'entourent pour s'assurer qu'ils ont un contrôle du transport du Pacifique. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est qu'on voit apparaître des conflits qui sont très violents et il n'y a personne qui semble être capable d'arrêter cela. Ce qui se passe en Syrie, les bombardements, la violence de ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on n'était pas habitué. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est le fait qu'il y a comme une incapacité de vouloir empêcher ceci. On voit de façon répétitive des événements où est-ce qu'il y a des bombes suicidaires, il y a des attentats à gauche pas à droite. Puis c'est comme si on est pris dans une logique où est-ce qu'on l'a accepté puis qu'on fait juste essayer de vivre avec. Puis ce qui est danger, c'est que ça se développe à gauche, pas à droite. Mais c'est quoi la relation entre le TPP et puis... C'est parce que normalement, les pays les plus puissants vont vouloir se protéger, se sécuriser, puis par l'économie, ils vont essayer de se donner des moyens, de travailler ensemble et de se protéger. Alors, ils se distancent des autres, mais ceux qui ne sont pas dans le système économique n'ont pas la capacité de pouvoir vivre ce changement-là. C'est l'économie, c'est la richesse qui crée cette paix-là. C'est quoi la racine de plusieurs de ces... En passant, il y a plus de conflits dans le monde présentement que l'équivalent de la Deuxième Guerre mondiale. Puis on nomme toujours les trois mêmes conflits, mais ce qui se passe en République démocratique du Congo présentement et ailleurs dans le monde, c'est vraiment horrible. Et souvent, c'est dans des pays qui ont des ressources naturelles, qu'il y a du monde qui se battent. C'est des pays qui se battent pour avoir accès à ça. Donc oui, c'est très complexe, tous ces... Monsieur et Madame tout le monde, c'est complexe, ça ne l'est pas. Bien, on le complexifie parce qu'on essaie de voir qui sont les différents enjeux, mais qui sont les différents joueurs. Mais au bout de la ligne, c'est des ressources naturelles qui sont là. Puis il y en a un qui essaie de les prendre, puis qui va faire n'importe quoi, il va pour aller les chercher. Oui. Puis à acheter les personnes qui vivent sur le terrain, puis à créer... Les gros deviennent plus gros. Regardez, cette semaine, Enbridge qui fait une offre de 37 milliards. 37 milliards! j'ai pas vu ça là. Où? Oui, pour acheter une entreprise américaine de gaz naturel. Ils vont avoir plus de 200... Je ne sais même pas combien de zéros dans 37 milliards. Mais c'est énorme. C'est toute l'économie du Nouveau-Brunswick, pratiquement. On ne réalise pas ça. C'est comment c'est gros comme quantité. Puis on s'en va acheter ça aux États-Unis pour justement répondre à ce besoin de pipeline, puis être capable d'avoir accès à tout le marché américain à partir de l'Alberta. Oui, puis en parlant de pipeline, on a bien des affaires à dire, puis on saute d'une chose à l'autre. J'espère que vous êtes capable de nous suivre. Mais là, on sait que Justin Trudeau, le premier ministre, est encore très, très populaire présentement. Oui. Après, un an après, ça a l'air comme si les choses vont bien. Mais là, il y a l'oléoduc qui va entrer en ligne de compte. Là. Ils devront prendre position. Est-ce que ça peut être un dossier... Bien, c'est un dossier chaud. Oui, c'est un dossier chaud, mais il n'a pas commencé à en parler encore. J'ai pas vu une communauté au Canada où est-ce que la communauté, que ce soit les communautés autochtones, les communautés francophones au Québec ou même sur notre territoire, qui n'ont pas dénoncé. Personne ne veut l'oléoduc. Personne ne veut l'oléoduc, sauf l'Alberta. Puis en même temps, on est comme ça au niveau de l'énergie. Quand est-ce qu'on va regarder réellement et investir réellement dans d'autres formes d'énergie? En Ontario, ce qui est le fun, c'est que la logique de l'énergie renouvelable, le vent et tout ça, on a une logique que quand les gens installent des panneaux solaires, par exemple, on a un système où est-ce que les gens peuvent se brancher dans le système et on va avoir une bonne valeur sur la production de cette énergie-là. C'est même pas l'équivalent. Au Québec, ils font des pinottes quand ils produisent de l'énergie renouvelable, tandis que nous autres, on l'a. Donc, on est dans une logique, mais il faut aller plus loin. Puis la pipeline n'est pas une moi, solution. ce que je veux savoir, c'est comment le gouvernement fédéral va jouer ses cartes. Comment vous pensez qu'il c'est là qu'il va y avoir des C'est là aussi qu'il va devoir, au départ, être capable de donner quelque chose, un bonbon au maire de Montréal. Oui. Parce que le maire de Montréal, lui, il est très contre. Donc, il faut lui donner une valeur ajoutée pour être capable de l'amener à vouloir accepter cela. Ou le bonbon à l'ouest.
pour être Ben, capable. Moi, Et je c'est- pense qu'il va donner le bonbon à l'Ouest parce que les 2 derniers jours, j'étais avec le maire Coder au Forum Ouais. d'économie sociale et son discours est beaucoup plus axé sur le développement responsable, le développement durable, le développement d'une communauté Alors, en saine. d'autres mots, Donc, le bonbon, le- il devrait être super gros. Le bonbon va être soit à l'Alberta puis aux provinces Pour les de aider à l'Ouest, revitaliser leur ou- économie. Oui, ou au Québec. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'ils vont passer par les États-Unis pour ramener le pétrole au Canada, c'est pour contourner le Québec. Voilà pourquoi est-ce que Enbridge a fait Ah, l'acquisition. mon Dieu, on s'en va à la pause. Ils vont passer par l'autre Restez part. avec nous. Bon, ben c'est tant mieux. On parle d'énergie, puis on se demande quand allons-nous repenser toute Tout notre ce façon, système, ben oui. notre façon d'utiliser l'énergie, le genre d'énergie qu'on utilise. Puis il y a des milliers de modèles à travers le Oui. monde où est-ce qu'il y a des communautés qui ont une revitalisation sociale et économique par une énergie propre. Puis proche de chez nous, en passant à Ottawa, on a un mouvement en transition qui explore ça, qui mobilise des quartiers. On a des panneaux solaires sur des toits de maisons, puis sur des toits d'entreprise. On a une logique en Ontario même. C'est encore trop embryonnaire, même si ça se fait pas mal plus en milieu rural, mais de racheter l'énergie que le monde va faire s'ils en produisent plus, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. On a tout le terreau fertile en Ontario pour faire autrement, pour aller plus loin dans cette lignée-là. Je nous souhaite d'être plus intelligents puis d'explorer ces modes-là, parce que Ben, c'est ça est-ce que l'avenir. c'est être intelligent ou si c'est être courageux politiquement? Parce que je pense, il me semble que ce qui manque, c'est le courage politique de prendre des décisions qui ne seront pas populaires auprès de certaines personnes parce qu'il y aura des coupures, parce qu'il y aura des fermetures, parce que ça vient changer la façon de penser et les élections, les prochaines élections vont être en jeu. C'est peut-être pas intelligent, courageux, c'est peut-être être responsable. On ne crée pas juste de l'énergie pour nous aujourd'hui, il faut penser Oui, je sais. à nos enfants de Être, demain. être responsable demande du courage politique. Exact. Mais c'est que ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi une vague qui se fait par les tendances qu'on a vues depuis 5 ans. D'ici l'an 2020, on va avoir plus de bornes électriques en Ontario que Oui, mais de pistolets ou de pompes à essence. Oui. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déclin graduel du nombre de stations d'essence au Canada. Mais ce qui arrive, c'est qu'on crée des super centres de stations d'essence où est-ce que vous avez maintenant 8, 10, 15, 20 pompes qui font en sorte qu'on centralise le pétrole. Ce qui fait en sorte que ceux qui ont les centres pétroliers, comme les nouveaux détaillants de pétrole, font énormément de profit, les petits disparaissent. Puis si on se pose la question, je suis au centre-ville d'Ottawa, quelle est la station d'essence que je peux avoir accès pour être capable d'avoir de l'essence? Et si vous êtes à côté du Parlement, vous Il allez y a gratter. King Edward puis Rideau. Oui, bien c'est ça, il ne reste plus Puis il n'est pas grand-chose. facile d'accès. Non, puis il est très achalandé. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on voit un déclin des stations d'essence. Puis on les voit dans le milieu urbain, limité, mais c'est plutôt dans les banlieues. Ce qu'on voit, c'est les bornes électriques. Le problème, c'est qu'avec la quantité d'électricité que cela va générer, qui va produire cette électricité-là et comment est-ce qu'elle va être fournie? Puis combien ça va coûter? Exactement. Mais on parce veut le que- rendre fou, accessible. là, Le concept, c'est de le rendre accessible. Oui, mais le problème, c'est que quand on a des... Mais présentement, on paye 3 fois ce qu'on payait il y a 2 ans. Tu sais, quand vous avez tant de bornes électriques, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça va demander une demande importante en électricité. Les édifices n'ont pas été conçus pour générer de façon renouvelable cette électricité-là. Donc, ça va être le système traditionnel qui doit devoir le faire. Bon, Donc, bien, il va comment- falloir que quelqu'un se penche là-dessus. Oui, puis parce que c'est un essaie débat de base. C'est un beau problème, mais oui, il y a c'est un tellement beau d'innovations problème. qui se passent. On n'a même pas Moi, besoin je de trouve réinventer qu'un le autre compte beau 4 roues. problème qu'on a présentement, c'est le choix. J'ai reçu tout à l'heure, parce que je reçois les courriers de tous les partis politiques, tous les paliers gouvernementaux. Et j'ai reçu tout à l'heure un message du Parti libéral du Canada qui nous demande de choisir entre 3 T-shirts pour savoir lesquels des T-shirts vont être produites pour être, je sais pas, pour C'est pour une faire une levée de cabane, fonds. c'est pour je une pense levée que de c'est pour une levée de fonds. Est-ce qu'on peut les montrer, les 3 T-shirts? J'espère que c'est pas du domaine... Donc, on va faire un vote populaire à Oui, trois? oui, oui. On va montrer les 3 T-shirts. Et les voilà. Alors, on a celle à gauche qui est écrit « Plus d'amour » avec le Parti libéral dans le petit O, le sigle. Celle du milieu qui est notre premier ministre. Et celle de droite, la noire, qui dit « Politique positive ».
moi, j'aime les messages que ces T-shirts-là lancent aux gens. C'est comme si on n'en veut plus du négatif, là. On pense que les choses sont possibles. Ben moi, j'aime... Oui, de Quel un. t'aimes mieux, toi? Ben moi, j'aime bien politique positive parce qu'il nous faut des politiques publiques qui sont positives, qui vont vraiment soutenir des changements. Comme on parlait tout à l'heure, on nomme plein de problèmes puis plein de préoccupations, mais il y a plein de solutions. Oui. Puis moi, de lire un message comme ça veut dire qu'on s'ouvre non pas à refaire ce qu'on sait déjà faire, mais à faire autrement, à innover. Toi, Gilles, lequel tu préfères? Ben, c'est que, ce qui arrive, c'est que celle du premier ministre, tu en profites pendant qu'il est encore populaire. Le danger, c'est que s'il ne rencontre pas ses promesses et les attentes des citoyens, on va le blâmer personnellement. Non, et on va faire une moustache sur le T-shirt. Mais c'est ça qui est le danger pour le Parti libéral. C'est Mais que moi, j'aime celle qui dit plus d'amour. ça, c'est agréable. Le problème... C'est vrai, c'est ça qu'il Oui, faut. le problème, c'est ceci. C'est que, est-ce que c'est un slogan de société ou est-ce que c'est un slogan qu'on rattache aussi à une machine politique? Puis c'est là, c'est que quand je regarde les deux, je vois des slogans de société dans lesquels moi j'embarque, je suis pour, mais si j'étais un parti politique, je me dirais, il manque mon étiquette politique parce que la photo, je sais c'est qui. Le premier puis le troisième, ça pourrait être toi puis moi qui décide de faire ça en fin de semaine. Puis moi, j'aurais aimé ça, voir Oui, le mot mais entraide à la place. c'est écrit. Il y a le Oui, il y a petit signe petit du le- Parti Oui, mais libéral dans le haut. c'est pas puissant. Mais c'est pas- quel parti politique oserait sortir une T-shirt comme ça? Parce que C'est pas Dites-moi. grand monde. Pas grand Pas monde. grand monde. Oui, mais c'est parce qu'il faut en profiter. Bernie justement. Sanders, peut-être. Oui, mais Oui, c'est- Bernie mais- ferait. Mais Ouais. il amènerait la notion d'entraide. Bernie Ouais. est dans une logique de solidarité. Mais de l'amour, c'est de l'amour. L'amour, Ben- ça n'existe pas sans entraide. On a besoin On parle pas de- de l'amour égoïste, là, on parle de l'amour, le vrai Bien, amour. l'amour, il y a différentes définitions, puis il peut avoir l'amour égoïste. Ben là, L'entraide, tu n'as pas le choix, il y a une réciprocité. T'as raison. T'as raison. Mais Comme ça. non, mais c'est parce que le On t'a défi- perdu! Non, c'est parce que non, je vais Comme ça, décrocher. t'aimes celle avec le Toi, visage tu de prendrais Justin Justin Trudeau. Trudeau, Mais c'est tant clair. qu'à y être, il incarne les valeurs du parti. Profitons-en, Bon, ben, passe le c'est- message. Bon, ben, on a une pour tous les goûts. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre les trous ensemble et ça va faire le bon dessin. Ah, probablement. Un petit Euh, consensus. on a parlé, au début de l'émission, on a parlé du départ de Maureen Bélanger, Oui. mais on n'a pas parlé de la décision de la ministre Madeleine Meyer de démissionner. C'était une décision qui a été prise très rapidement. On a perdu... moi, j'habite à Ottawa-Vanier, et présentement, on est orphelin. On n'a pas de député ni à Ottawa, ni à Toronto. On n'a pas de représentant. Mais c'est Marie-France Lalonde qui l'a remplacée comme Puis elle le ministre. fait bien. Elle prend ça haut la main. Puis elle est déjà championne de plusieurs choses au gouvernement, que ce soit au niveau de la francophonie, que ce soit l'économie sociale. L'économie sociale. Elle est coprésidente du caucus coop aussi. Elle porte plein de chapeaux, puis elle les porte bien. Moi, savez-vous ce que je me fais dire partout au Canada, puis du côté ontarien-anglais, là, c'est que ce qui a fasciné tout ce monde-là, c'est de dire, nous, là, on avait une proximité avec ces élus-là. On avait besoin pour une préoccupation X, Y, Z de la Nouvelle-Scène, quoi que ce soit. On pouvait les appeler. On pouvait travailler avec eux puis discuter pour vrai. J'ai pas entendu grand monde en Ontario parler comme ça de leurs élus. Oui. Cette proximité-là que le monde avait, puis ils suivent leur dossier, ça va nous manquer. Mais Marie-France, on est en train de vraiment Oui, l'embarquer, puis elle oui, marche oui, avec nous. Oui. Oui. Mais ce qui est une des forces de Madeleine aussi, c'est qu'elle a réussi à faire inscrire dans la législation des concepts comme la journée franco-ontarienne Oui, le 25 oui. septembre. Comme pas l'ombudsman, le commissaire au service en français. Le drapeau Là, franco-ontarien. c'est Franco-ontarien, institutionnalisé, ça. oui. C'est pas juste une mesure, ça Oui. va rester au-delà du Et parti. puis c'est ça qui fait en sorte que c'est ça le leadership Oui, politique. oui, oui. C'est ça qu'on veut Donc, à la ville d'Ottawa. c'est un gros C'est un- morceau qui part. oui. Là, on perd beaucoup. Mais on la s'en- perd pas, on va la recruter ailleurs. Ah, ben oui, c'est sûr. Restez avec nous, on revient tout de suite. Ben oui. Où est-ce que tu penses qu'elle va aller? Il nous reste à peine 2 minutes. Et moi, je voulais savoir l'actualité, votre actualité à vous. Qu'est-ce qui vous attend, là? Comment vous passez de l'été à l'automne?
Ben moi, je fais partie d'un groupe anglophone et francophone qui mobilise tous les acteurs de l'économie sociale et de l'entreprise sociale. Et pour une fois, on parle de créer une plateforme des entreprises sociales d'Ottawa. Et une plateforme, il va offrir des services d'accompagnement, l'accès à du financement et tout ça. On est tous ensemble là-dessus. À l'Université Saint-Paul? Non, ça, c'est une autre affaire. Puis on va se retrouver au centre d'innovation de la Ville d'Ottawa. Et donc, ça sera le privé et le social qui vont innover ensemble. Et oui, l'autre gaga, c'est l'Université Saint-Paul, l'université de chez nous, qui crée l'unique, ça n'existe pas partout dans le monde, une école complète en innovation sociale, pensant du certificat, du baccalauréat, éventuellement la maîtrise, éventuellement le doctorat, mais pas ça l'innovation en l'air et pur, c'est qu'il va y avoir un hub sur place où ce que la communauté va pouvoir créer leurs entreprises. C'est fascinant. C'est fascinant, ce projet-là. Fascinant. Donc, ces deux choses-là. Oui. On a une fenêtre qui nous reste pour essayer de déclarer Ottawa une ville officiellement bilingue. Il faut la prendre, cette fenêtre-là. Mais l'autre chose, c'est qu'on doit se préparer pour VIMI 2017. C'est en avril. Oui, c'est là. Et ça s'en vient. Ça va être le deuxième plus gros événement au Canada après le 150e. Puis les gens ne sont pas très conscients de cela. Surtout les francophones, on n'a pas encore bien articulé cette notion-là. VIMI, c'est toute une conception même de ce que c'est le Canada, le combat, l'engagement. Juste le fait de circuler avec les gens et de leur dire, écoutez, votre 20 $, c'est ça votre VIMI. C'est le symbole derrière votre 20 $. Il y a toute une notion de sacrifice. Là, on sait que les casques bleus sont relancés. Le Canada vient de se réengager. Peut-être que ça va susciter un peu d'enthousiasme à l'égard du Canada dans le monde. Et écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Vous allez revenir, hein? Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Merci.